Raphaël et Étienne nous ont laissé face à une contradiction qui peut paraître insurmontable. Raphaël Enthoven, tirant argument de Proust et de Bergson pour l'essentiel, avait rendu plausible l'idée que la vérité du temps, c'est le temps vécu par les individus. C'est le temps incommensurable qui correspond au jeu de la mémoire. Un temps à extension variable, à intensité variable, et dont le temps que mesurent les horloges n'est qu'une sorte de reflet abstrait et finalement assez traître. En face, Étienne sort de son chapeau l'argument imparable des physiciens en disant que le monde a évolué dans le temps avant l'apparition du premier homme. Comment faire pour que ces deux assertions, dont chacune paraît tout à fait légitime, puissent être pensées ensemble? En fait, cette contradiction a la structure de ce que Kant appelle une antinomie. Une antinomie consiste dans une contradiction où le différent naît du fait qu'on parle de la même chose, de deux points de vue différents. Il n'y a pas une contradiction à l'intérieur de la chose même dont il est question, mais il y a deux approches différentes de cette chose même. Je m'appuie sur la belle leçon de lecture que Martin Legros nous a proposée au sujet du texte de Kant qui ouvre la critique de la raison pure, à savoir l'esthétique transcendantale, et je vais vous dire en deux mots, ce sera un peu rapide naturellement, comment, en partant de Kant, nous pouvons surmonter le dilemme ou l'antinomie que nous ont laissé Étienne Klein et Raphaël Enthoven. Pour Kant, la question que le philosophe doit se poser est la question de la possibilité de l'expérience en général, pas de telle ou telle expérience que vivrait un individu. Non, l'expérience en général, c'est la structure de toute expérience possible. C'est cela que Kant appelle transcendantal, c'est-à-dire c'est le point de vue qui transcende, qui abandonne, qui surmonte l'insertion tout à fait spontanée de toutes nos expériences dans notre individualité. Pourquoi cette nécessité de sortir de la particularité, de la singularité des expériences individuelles? C'est qu'elles ne se ressemblent jamais. Nous avons, et c'est notre droit, des expériences radicalement différentes. Or, la question philosophique portant sur l'essence du temps doit dégager quelque chose comme une expérience générale, une expérience partagée par tous. Pour cela, Kant substitue au sujet qui est l'individu que chacun de nous représente le sujet transcendantal. Le sujet transcendantal, et là il ne faut pas faire d'erreur, n'a rien à voir avec l'individualité de tous les sujets qui sont réunis dans cette salle. L'individu transcendantal, c'est l'idée le sujet transcendantal, c'est l'idée d'un sujet qui dispose uniquement de ce qui est nécessaire pour qu'une expérience, en général, ait lieu. Et quelles sont les deux conditions que Kant retient pour qu'une expérience, quelle qu'elle soit possible? C'est l'espace et le temps. Dans l'esthétique transcendantale, esthétique, ça veut dire théorie de la perception, perception en général. Et bien dans l'esthétique transcendantale, dont Martin Legros a lu, commenté, judicieusement, je dois dire, un extrait important, eh bien, Kant réduit la subjectivité à ce qu'on peut appeler l'essentiel de sa fonction, à savoir la fonction de synthétiser les stimuli reçus du dehors ou du dedans. Les stimuli reçus du dehors, eh bien, s'inscrivent dans le temps, dans l'espace, évidemment. Et les stimuli qui viennent de l'intérieur, ce qu'il appelle le sens interne, s'inscrivent d'emblée dans le temps. Or,
l'observation essentielle de Kant, c'est que les stimuli venus du dehors, ce qu'on appelle la réalité externe, et qui s'inscrivent dans l'espace, s'inscrivent aussi dans le temps, dans la mesure où le sujet les reçoit dans sa temporalité interne. L'envers n'est pas vrai, c'est-à-dire le sujet peut parfaitement avoir une vie intérieure sans aucune spatialisation des représentations qui sont plutôt des intensités qu'il ressent, des émotions. Et donc, de là découle ce que le génie qui était Einstein avait identifié comme le véritable apport de la pensée kantienne à la connaissance en général. C'est l'idée que l'espace, et Kant le dit clairement, c'est uniquement l'idée de simultanéité. Tandis que le temps, c'est uniquement l'idée de la succession. C'est-à-dire si on enlève tous les contenus qui sont des contenus individuels de perception, etc., il ne reste plus que cette armature de l'expérience possible. Eh bien, dans la mesure où le sujet transcendantal est une sorte d'observateur qui correspond exactement à ce qu'on exige d'un scientifique. C'est-à-dire qu'il doit faire abstraction dans son labo de tout ce qu'il a comme préférence, conviction, aversion, etc. Parce que l'expérience qu'il mène doit être susceptible d'être répétée à l'identique par n'importe quel autre observateur savant. Donc, c'est le sujet transcendantal, c'est pas monsieur Untel qui dans son labo conduit une expérience en tant que lui-même. Il conduit une expérience au nom d'une subjectivité partagée qui est celle de tous les sujets savants qui vont se pencher sur la même expérience. Eh bien, Einstein, j'arrive au bout, Einstein a eu l'idée géniale de mettre cet observateur qui est le sujet transcendantal dans l'espace, en postulant avec Kant que cet observateur et un autre observateur dans l'espace seraient dans la simultanéité. C'est l'idée de l'espace, c'est que tout ce qui se trouve dans l'espace s'y trouve en même temps. Ensuite, ces observateurs s'envoient des signaux lumineux, et à cause de la limitation de la vitesse de la lumière, eh bien, les signaux arrivent dans un décalage temporel. Selon la distance qui sépare les deux observateurs, eh bien, le temps qu'il faut à la lumière pour aller de l'un à l'autre soit plus ou moins long. Du coup, l'espace qui paraissait tellement assuré comme simultanéité pure est comme tordu par une dimension qui est celle du temps. Et ce que la relativité spéciale exprime, c'est que nous ne vivons pas du tout dans un espace euclidien à 3 dimensions, ça c'est l'espace de nos expériences familières, mais à l'échelle cosmique, on a affaire à un espace qui comporte cette 4e dimension qui tord la simultanéité et l'inscrit dans la succession. Ça finira par devenir la courbure de l'espace-temps. Inutile d'aller en détail. Ce qu'il faut retenir, c'est que cet espace-temps, donc, où le temps de la perception tord la simultanéité spatiale pure, cet espace-temps ne peut plus être représenté par nous. C'est-à-dire, il est impossible d'avoir une vision, je veux dire, mentale ou interne de cet espace-temps. Seules les équations de la géométrie non euclidienne qui ont été développées au XIXe siècle peuvent décrire ça, mais avec une très très grande précision. Mais voilà notre destin funeste. Nous ne pouvons pas, par une représentation naturelle, accéder à cette réalité-là. Or, c'est à partir de cette construction de la science qu'il devient possible de subsumer sous le même principe, à savoir la conjonction du temps et de l'espace, les deux pôles qui ont été présentés par Raphaël et par Étienne, parce que le temps interne, c'est tout simplement
quelque chose où le temps l'emporte constamment sur l'espace. C'est comme s'il y avait des condensations, enfin, dans le rêve par exemple, la mémoire peut soudain raccourcir extraordinairement le signal qui nous vient du passé. Soudain, on se souvient, à la fin, enfin, pas seulement la Madeleine, mais on se souvient de quelque chose qui a eu lieu dans notre enfance. Et le présent et ce passé coïncident, du coup, en niant d'une certaine manière la nécessité d'un temps de trajet. Eh bien, avec le dispositif construit par Kant et ensuite appliqué à la physique des grandes dimensions par Einstein, on peut rendre compte de ça. Mais on peut aussi rendre compte du fait qu'il y avait du temps sans que vous et moi nous soyons déjà là. Parce que ce n'est pas nous qui sommes porteurs du temps, mais le sujet transcendantal. Or, quand on parle du temps de l'univers qui précède l'apparition de l'homme, on parle comme si on était un sujet transcendantal. C'est-à-dire, je regarde cette affaire avec les yeux d'un scientifique. Et donc, c'est une fausse impression que je crois que c'est le temps de notre vie normale qui se serait écoulé en notre absence. Ce n'est pas la même chose. C'est un temps construit à partir de cette réduction kantienne au sujet transcendantal, pur observateur de toute expérience possible qui s'inscrit dans l'espace et le temps. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, mais c'est dans cette direction qu'il faut creuser nos réflexions, sinon on reste enfermé dans un dilemme ou dans une antinomie qui bloque la réflexion. Voilà, je voulais avoir rappelé ça aussi rapidement que possible. Alors en fait, aujourd'hui, je voudrais commencer à faire, je vais essayer d'interpréter la dernière fois la manière dont les anciens, on les appelle comme ça, parce qu'il y aura des modernes. Il n'y a pas des anciens en soi. Les anciens se définissent toujours par rapport à des modernes, et donc du coup il faut définir aussi les modernes pour savoir ce que c'est que les anciens. Mais ce que nous appelons les anciens, dans la perspective que je voudrais creuser, eh bien, c'est la conviction que le cours des choses, que ce soit des choses naturelles ou des choses humaines, c'est-à-dire tout ce qui est physique, cosmique, ou tout ce qui est historique, obéit à un principe de circularité qui a été suggéré par le géocentrisme spontané que les anciens admettent. Pour eux, le monde tourne autour de la Terre, vous vous souvenez, et du coup, tout ce qui advient provient du passé. Nous étions hier à Crotir, vous vous souvenez, de la ville engloutie par la catastrophe. Cette ville, une fois, c'est une haute civilisation au XVIIe siècle avant Jésus-Christ, une fois engloutie, est restée dans la mémoire de ceux qui, pendant quelques siècles, ont fait des efforts pour retrouver ce qui avait été perdu. C'est ça la structure du mythe de l'âge d'or. Dans la vision des anciennes, il y a toujours eu dans le passé quelque chose que l'avenir nous permet de redécouvrir. Et c'est de cela que j'avais tiré la conclusion que les anciens ne connaissent pas le progrès. Ils ne connaissent pas l'innovation. Ils connaissent naturellement des améliorations, des perfectionnements, mais à cause de leur vision circulaire de l'histoire, selon laquelle il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ils sont obligés d'interpréter le nouveau à la lumière de l'ancien. Et ça, François l'avait très joliment dit au sujet de la querelle des anciens et des modernes, parce que tout ça se répète constamment. Les anciens, dans la querelle littéraire, artistique des anciens et des modernes, les anciens disent que la perfection est ancienne et donc une œuvre artistique réussie doit imiter l'ancien, aussi parfaitement que possible. Et les modernes disent non, les anciens, ils ont créé quelque chose, mais nous, on veut créer quelque chose au-delà. Quelque chose de radicalement nouveau. Or, d'où vient ce basculement de la conviction que c'est le passé qui contient
tout ce que l'avenir nous apporte, et la conviction que nous pouvons nous engager dans un mouvement de découverte radicale qui ouvre un avenir qui n'a jamais été un passé. D'où est-ce que ça vient? Eh bien, très banalement du fait que, avec la révolution copernicienne, le géocentrisme est abandonné. La Terre est délogée du centre de l'univers et on assiste au XVe siècle à un mouvement de décentrement généralisé de tout ce qu'on avait jusqu'alors imaginé comme étant parfaitement stable. Alors pour les mouvements du ciel, des corps célestes, etc., bon, Copernic, c'est évident, il était tellement effrayé par sa découverte qu'il n'a pas rendu public ce qu'il avait découvert de son vivant. Mais le siècle est un siècle de décentrement successif. J'en mentionne 2 ou 3 pour vous donner une idée. Il y a l'invention de l'imprimerie, par exemple, Gutenberg, qui décentre complètement l'accès aux textes de la tradition, dans la mesure où soudain on peut les multiplier. Et en les multipliant, eh bien, on suscite un type d'intérêt chez ceux qui lisent ces textes, ce sont les humanistes, c'est-à-dire qui veulent être humains, un type d'intérêt que la tradition sacrée avait bloqué, parce que seuls les initiés ou ceux qui avaient l'autorité nécessaire, munis du dogme, étaient en mesure d'extrapoler le sens de ces textes transmis par la tradition. Mais là, grâce à Gutenberg, soudain, et ça se voit dans les correspondances des humanistes, eh bien, toutes sortes d'hypothèses surgissent pour savoir ce que l'auteur a voulu dire. Alors ça, c'est une question que dans la tradition dogmatique, on ne posait pas du tout, puisqu'on avait le dogme immuable, et ensuite on prélevait dans le texte biblique, par exemple, des citations à l'appui de ce qu'on savait être vrai. Maintenant, ça s'inverse. On a un texte, on ne sait pas du tout ce qu'il veut dire, puisqu'il a un auteur dont on ne connaît pas tout à fait les intentions. Il faut donc développer une technique de lecture qui est tout à fait différente, qui s'oppose à l'exégèse, et qu'on appellera herméneutique. Je ne vais pas entrer dans le détail, je veux simplement que vous représentiez l'effet de décentrement produit par la multiplication des écrits transmis par une tradition qui jusque-là était purement manuscrite et donc très restrictive. Autre exemple, les grandes découvertes faites vers la fin du XVe siècle par les explorateurs. Soudain, la map monde s'élargit. Et évidemment, on se demande si derrière les continents découverts, il n'y en a pas d'autres, et jusqu'où ça peut aller. Autre exemple dernier, qui est particulièrement intéressant, c'est que dans la mesure où on n'est plus du tout sûr d'être maintenu dans un ordre dans lequel le passé commande le présent et le futur. On n'est plus du tout sûr de ce qui nous est transmis par le passé comme exemple, par exemple, de comportement, de bonne attitude. Et du coup, surgit peu à peu au XVe siècle une notion qui va être tout à fait décisive pendant un siècle et demi, au moins, c'est le goût. Le gusto, ça vient de l'italien. Le goût, c'est la tendance singulière de chaque individu de faire valoir ses préférences. Jusque-là, les individus étaient soumis à la règle commune de l'exemplarité du passé. Et maintenant que tout s'ouvre, tout se décentre, eh bien, les individus giclent d'une certaine manière dans leurs différences, portés chacun par son goût, et ça crée de nouveau une espèce d'angoisse. Car comment gérer l'humanité qui apparaît comme radicalement dissociée, différente? Deux solutions ont été proposées très vite. L'une consiste à recommander la dissimulation. C'est-à-dire, pour qu'on se supporte mutuellement, il vaut mieux ne pas montrer quel goût nous habite. Que ce soit à table, que ce soit dans les rapports sexuels, que ce soit dans les conversations, la dissimulation devient un principe de
sociabilité. C'est les jésuites qui ont été les grands théoriciens de cette nécessité. J'en cite un qui est un peu plus tardif, Balthazar Gracian, qui a écrit une œuvre entièrement consacrée à la nécessité pour le prince de percer l'écran de la dissimulation des courtisans. La dissimulation était un principe de socialisation inévitable, sinon on allait se déchirer. Mais pour savoir gouverner, il fallait quand même savoir ce que les uns et les autres cachaient par leur comportement apparemment poli, parfaitement bienséant, etc. Et j'ai chez moi un truc qu'on appelle un miroir du prince, qui date du XVIe siècle, où on indique comment le prince doit décoder les comportements de ceux qui se comportent de manière parfaitement adéquate à la cour. Et c'est extrêmement comique parce que c'est comme une anticipation de la psychanalyse. C'est-à-dire, je donne un exemple un peu scabreux, le prince doit surveiller les courtisans quand ils vont se soulager aux toilettes. Parce que ceux qui y restent un peu longtemps, on peut les soupçonner d'avarice. Parce qu'ils retiennent, qu'ils le veuillent ou vous voyez, c'est un peu la psychanalyse. Et tout cela est destiné donc à mettre en regard la dissimulation comme un moyen de cacher le goût déviant des uns et des autres, et ensuite une acuité du regard, et c'est le prince qui doit jouer de cette acuité, afin de percer cet écran qui est un écran de tromperie, si on veut. L'œuvre de Balthazar Gracian s'appelait De Agudeza. Agudeza, c'est l'acuité. En français, ça deviendra plus tard l'esprit de finesse. Savoir décoder derrière l'écran des bons comportements, ce que les gens ont vraiment dans leur, j'allais dire âme, mais dans leur aspiration personnelle. Donc voilà, on a Copernic, Gutenberg, les explorateurs et la multiplication des questions de goût avec une solution, la dissimulation, et une autre solution qui va conduire à Descartes, à savoir l'hypothèse que tous ces êtres tellement différents jouissent en réalité d'une raison universelle que Dieu leur a garantie, et les différences sont uniquement les différences d'éducation. Du coup, on va mettre en œuvre, et ça dure pendant les siècles des Lumières, un optimisme pédagogique. On va se dire, tous ces gens-là qui se tirent dans les pattes, qui se comportent mal, eh bien, c'est simplement l'ignorance qui fait cela. Et donc, il faut aller des idées confuses vers des idées claires. Il faut peu à peu instruire les individus afin qu'ils ne soient plus obligés de dissimuler leurs divergences pour pouvoir vivre ensemble, mais pour qu'ils puissent ensemble accéder à un niveau de connaissance qui les unit parce que la raison est commune. Voilà les deux options qui se font face. Eh bien, c'est cette deuxième option qui va, j'ai dit, fonder le mouvement optimiste des Lumières. Eh bien, cette deuxième option est radicalement moderne. Moderne dans ce sens que on pense qu'on va aller en améliorant les connaissances, en perfectionnant les techniques, on va aller vers un état idéal qui est un état de harmonisation définitive des êtres humains entre eux. Et c'est ça qu'on appelle depuis 1516 une utopie. Le mot a été inventé par Thomas Morus, le chancelier anglais, le nom vous dit sûrement quelque chose, qui a été décapité parce qu'il a résisté au roi. Thomas Morus écrit un petit ouvrage sur une île qu'il appelle Utopia. Et cette île, en fait, c'est l'Angleterre. Comme toujours à l'époque, c'est comme Swift, avec les Lilliputiens, et l'Angleterre, c'est un peu satirique. Et donc, en décrivant les travers des Anglais, peu à peu, Morus est amené à imaginer quel serait à l'avenir l'état idéal de cette île. Et cette utopie
permet désormais d'évaluer le sens de ce qui arrive, non pas par rapport à un passé qui se répète, mais par rapport à un futur qui se réalise. On parle d'avancée. Et je dis toujours pour m'amuser que jusqu'à la dernière utopie, celle des gens qui ont suivi Marx, après je crois qu'il n'y en a plus, eh bien avancée et recul sont les seules catégories avec lesquelles on peut donner un sens à ce qui se passe dans l'histoire. J'ai toujours le secrétaire général de la CGT, encore aujourd'hui, alors que cette utopie n'est plus tout à fait défendue, il raisonne dans un conflit social en termes d'avancée et de recul. Or, ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'idée même d'une avancée absolue qui permet de dénoncer un recul est une idée moderne. Le moderne, c'est une ouverture sur ce qui n'a encore jamais eu lieu. Et du coup, l'optimisme des gens des Lumières, qui se réalise donc dans cet effort d'éducation qui doit faire de l'humanité un tout harmonieux, contre cette espèce de séparation qui est le fruit de la menace des goûts divergents, eh bien, cela nous ouvre sur ce que nous pouvons appeler le rêve des modernes. Et ces modernes vont régulièrement faire valoir que être tourné vers un avenir à travers la création, à travers la découverte, à travers des aspirations dont on peut indiquer le but, mais dont on sait qu'elles doivent se réaliser dans une succession de conquêtes sociales et intellectuelles, eh bien, les anciens n'ont pas ça. Et donc les modernes récusent les anciens en considérant que les anciens font du surplace. C'est une très grande simplicité au fond. Eh bien, tout au long de cet épanouissement moderne que sont les Lumières, on rencontre des défenses de ce que les modernes dénoncent comme anciens. Parce que nous sommes divisés. Aucun de nous est radicalement moderne. Aucun de nous est prêt à renoncer à ce qui lui vient du passé et fait que, grâce à cette rencontre avec le passé, il se stabilise. Le moderne, c'est une déstabilisation continue, puisqu'on ne peut jamais s'arrêter là où on est. C'est ça que j'appelle le décentrement qui a eu lieu au XVe siècle. Et dans la vie que nous menons, eh bien, nous cherchons constamment à équilibrer le moment moderne, qui est celle d'une création, d'une ouverture de quelque chose qui nous transporte vers un ailleurs, et une certaine fidélité à ce qui vient du passé. Et ce sont des rituels de répétition, des choses sans lesquelles on ne pourrait pas exister. Même les repas à heure fixe appartiennent au registre des anciens. Alors c'est très amusant de se dire que certains gastronomes ont récemment voulu introduire dans ce rituel circulaire que le repas une innovation radicale. Ça, c'est la fameuse cuisine moléculaire, parce qu'il n'y a rien de plus archaïque que les repas. On fait ça tout le temps, et puis maintenant, comment peut-on être moderne dans ces conditions? Eh bien, grâce à la cuisine moléculaire, on mettait le repas archaïque à la hauteur de la physique contemporaine. Il y avait une sorte de symbole. Soudain, on mangeait des melons bleus, et puis on avait des haricots qui avaient le goût d'abricots, etc. C'est de la création pure. Nous avons vaguement le sentiment, il me semble, dans certaines situations de notre vie, que cela nous dépasse, que cela nous entraîne hors de nous-mêmes, nous propulse vers un but dont on n'est pas certain qu'on va jamais l'atteindre. Donc le moderne est un déchirement, mais c'est un déchirement créateur. Donc, on ne peut pas dire on va rester ancien, c'est pas possible, mais on ne peut pas être uniquement moderne. C'est pour cela que la querelle des anciens et des modernes est une querelle qui renaît constamment, à toute époque. Mais
la distinction entre les anciens et les modernes, pour savoir de quoi il s'agit, eh bien, s'opère au XVe siècle. Et s'opère en Europe, pas ailleurs dans le monde. Et ça a une conséquence très importante aujourd'hui, c'est que le conflit ancien-moderne, qui est le vrai moteur de l'identité européenne en marche, avec la science d'un côté, les découvertes, l'économie aussi, toutes les conquêtes d'un avenir vers lequel que ce soit la prospérité, que ce soit la justice, toutes ces choses-là, et voilà, ça doit se combiner avec une certaine fidélité aux origines, à l'identité, à ce qui est immuable. Eh bien, dans les régions du monde où ce modèle extraordinairement efficace, parce qu'il est polarisé et donc dynamique, est exporté dans ces régions du monde, il se heurte à des résistances extraordinairement fortes. Et quand on creuse un tout petit peu, c'est au nom de la fidélité à l'ancien que la résistance s'organise. Ce que nous vivons actuellement avec le salafisme, salaf ça veut dire de l'origine pure, ce que nous vivons avec le salafisme, c'est quelque chose, indépendamment maintenant des têtes brûlées qui se font sauter, etc. On a affaire à une véritable contestation de la légitimité des temps modernes, de la légitimité d'un dispositif de progrès incessant, qui nous arrache constamment à ce que nous sommes. Et du coup, le rêve d'un retour aux origines, à l'immuable, au rituel, c'est pas le salafisme, c'est des rituels, eh bien, s'impose comme une sorte de remède. Mais nous devrions savoir que la tension entre les deux moments, l'ancien, la fidélité à l'égard de ce qui revient, et le moderne, l'aspiration au nouveau, eh bien, cette tension est l'Europe partout où elle s'est exportée. L'Europe ne mérite pas d'être confinée dans le petit bout de terre qui fait le promontoire du continent asiatique. L'Europe est partout où ce conflit entre l'ancien et le moderne est vécu, rendu fécond, et où l'avenir n'est pas sacrifié au passé, et où le passé n'est pas sacrifié au futur. C'est ce difficile équilibre, à mon sens, que nous devons trouver, défendre. Et là se produit un phénomène que François a aussi parfaitement évoqué, qu'on appelle très souvent maintenant postmoderne. Parce que ancien moderne, j'espère que vous voyez ce que c'est. Hein, le retour du même, la fidélité au passé, la possibilité d'interpréter ce qui arrive comme n'étant pas nouveau, et la volonté de se propulser vers quelque chose de radicalement nouveau. Eh bien, cette tension est dépassée par une troisième temporalité, à savoir le rapport exclusif au présent. Nous avons une très très belle conférence de François Hartog sur le sujet. Parce que les anciennes, c'est le passé, les modernes, c'est le futur, mais les postmodernes, c'est le présent. Et donc, je voudrais vous dire en deux mots comment, comme avec la révolution copernicienne, le moderne a surgi. Eh bien, le postmoderne a surgi en plein 19e siècle dans des conditions que vous connaissez, mais auxquelles on ne pense pas toujours. À savoir que après la révolution industrielle, qui est simplement la mise en œuvre de tous ces savoirs techniques, scientifiques accumulés pendant les années des Lumières, et que grâce à la Révolution française, qui libère enfin le marché de l'ancien régime, le régime du privilège, eh bien, peut donner toute sa mesure, et donc c'est le premier tiers du 19e siècle qui voit cette explosion où les techniques et les sciences sont utilisées pour une sorte de développement radical de l'économie. C'est le début de la prospérité que nous connaissons. Eh bien, la génération des fils de ces créateurs d'entreprises, parce que c'est les premiers à faire vraiment œuvre d'entrepreneur. Parce qu'avant, on était dans des corporations et c'était régi par des règles dictées par le pouvoir politique. Maintenant, l'espace et le marché étaient libres et on pouvait donc s'engager en tant qu'entrepreneur. Et les premiers entrepreneurs qui réussissent leur coup s'enrichissent, ils veulent transmettre à leurs enfants le flambeau. Et vers le milieu du siècle, surgit soudain une génération qui se pose la question de l'intérêt du progrès. Parce que si on s'inscrit dans la perspective moderne du progrès,
eh bien la vie qu'on mène est au fond une vie sacrifiée à celle de ceux qui vont suivre, puisqu'ils vivront mieux. Et tout ce que j'ai à faire, c'est à faire avancer les choses. Eh bien, au milieu du XIXe siècle, surgissent en Angleterre et en France, simultanément, de drôles de types qui revendiquent le droit de vivre le présent et de ne pas se sacrifier au futur. En Angleterre, on les appelle les dandies, et en France, on les appelait la bohème. Ce sont des gens qui inventent la mode. Parce que qu'est-ce que c'est que la mode? La mode, c'est une sorte de protestation simultanée contre quelque chose qui serait immuable, viendrait du passé, à savoir le vêtement statutaire. Les hommes s'habillent selon leurs fonctions, les ouvriers ont un certain accoutrement. On n'a pas l'idée de changer radicalement ce qui est donc, traditionnellement reconnu comme bienséant. Et maintenant, on rompt les codes, on change et on invente ce qu'on peut appeler un autre mode. Alors la mode, c'est simplement un autre mode. Et cette provocation que le changement induit est destinée à intensifier le présent. Et du coup, les dandys et les représentants de la bohème artistique d'ailleurs, et les clubs de la bohème à Paris, c'est à hurler de rire. Ils s'appellent les incohérents, les je m'en foutistes, les hirsutes. Alors, les jeunes qui veulent protester contre les injonctions de leur père se laissent traditionnellement pousser les cheveux. Je peux vous recommander un magnifique livre fait par Luc Ferry, un des livres dont on ne parle pas du tout, c'est souvent comme ça. Il a publié un ouvrage richement documenté et illustré intitulé « L'invention de la vie de bohème », où on voit tout ça. Il s'est amusé à mettre dans la galerie des portraits de ces hommes autour de Baudelaire une photo de Cohn-Bendit. Vous feuilletez et vous ne vous arrêtez pas puisque c'est la même tête. Et c'est la tête des étudiants américains de Berkeley, 1967, les hippies, qui ont pour slogan « Paradise Now ». Paradise Now, ça veut dire pas moderne, le but lointain, l'utopie à laquelle on se sacrifie, avec un engagement moral et social, non. On veut pleinement vivre le présent. Et c'est l'apparition de la revendication au XIXe siècle de la drogue. Parce que le moyen le plus sûr d'obtenir dans l'instant même, sans effort préalable, le maximum de jouissance, c'est la drogue qui le garantit. Et donc il y a une conjonction extraordinaire entre le principe de la rupture, qui est la mode, et le principe de la drogue, qui permet d'intensifier sans qu'il y ait un effort préalable à fournir le plaisir de vivre son présent. Et ça, c'est le postmoderne qui naît, et la mode est d'une certaine manière, jusqu'à aujourd'hui, l'expression la plus claire, la plus évidente de cette volonté de ne pas se laisser enfermer dans une fidélité absolue au passé. On garde la même longueur de jupe toute sa vie. Ça, c'est ma mère. Ma mère avait, à l'âge de 18 ans, je pense, considérant la conformation de ses mollets, décidé que telle longueur de jupe était pour elle indiquée. Et toute sa vie, elle a porté des jupes de la même longueur. Maintenant, si la jupe remonte, ensuite elle redescend, et elle remonte, c'est ça la mode. Vous n'avez pas affaire à un progrès, vous avez affaire à une innovation. Et donc ce qui caractérise le postmoderne et que la mode exprime, c'est le découplage de l'idée de progrès et de l'idée d'innovation. Parce que dans la modernité traditionnelle, l'innovation est au service du progrès. C'est ce que disait encore la réclame dans les années 20, achetez-moi parce que c'est plus réussi comme produit que ce qui précédait. Tandis que les postmodernes, avec cette espèce de frénésie de faire valoir le plaisir de l'instant, eh bien, ils vont dire, achetez-moi iPhone 6, je ne sais pas quoi, parce que c'est nouveau.
Et pas parce que c'est meilleur, parce que c'est là où on en est. Et donc, avec l'analyse qu'avec François, on a essayé de mettre en place, sans nous être concertés du tout, eh bien, on a fait quelque chose qui est complémentaire de ce que Étienne et Raphaël ont fait. Nous, on a essayé de voir à l'intérieur du temps quelles sont les utilisations faites au cours de l'histoire de ces trois dimensions du temps, qui sont le passé, le présent et le futur. Et nous vivons incontestablement dans un régime où le futur est dévalorisé par rapport à la recherche de l'intensité présente. J'ai raconté à quelques-uns d'entre vous, c'est une de mes lubies, l'histoire des activités sportives, et je ne vais pas vous priver de ça. Les activités sportives sont aussi parfois en fonction de leur rapport au passé, du rapport au futur et du rapport au présent. Les activités sportives traditionnelles, qui sont dans celles des anciens, consistent à faire exactement la même chose qu'on fait tous les jours en tant que paysan, bûcheron, que sais-je, le jour de fête, mais magnifié par un exploit qui est le fait qu'on soulève le jour de fête plus de poids que n'importe quel jour de l'année. On fait la même chose, on ne cherche pas un plus, un mieux, on fait la même chose pour, d'une certaine manière, célébrer la fidélité à ce qu'on fait tous les jours. Ça, c'est typiquement les fêtes patronales dans nos campagnes. Je m'amuse toujours chez moi en Périgord, on fait encore le jour de la fête patronale des concours de labour. Pour les concours de labour, ça veut dire faire tracer un sillon tout droit en dominant les bœufs. Vous faites ça avec un tracteur. Vous avez une collision entre le moderne et l'ancien qui rend l'ancien ridicule. Et donc quand vous regardez à la télévision, parfois ces gros bonshommes là qui scie d'immenses troncs d'arbres qui soulèvent des poids, vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire. Ça c'est l'activité sportive ancienne. Et la plus belle illustration, c'est qu'aux Jeux Olympiques, le saut en longueur n'avait pas pour but de sauter plus loin, mais de sauter avec des poids, mais toujours la même distance. Eh bien, les modernes mettent fin à ça, introduisent la notion de but, et apparaissent les sports d'équipe dans lesquels on s'engage avec les autres à réaliser le but. Ça, c'est des sports de l'utopie. Vous voyez, on veut arriver à la perfection, marquer un but. Nous sommes suffisamment modernes pour être encore séduits par une belle passe au foot, au rugby, enfin, mais il y a toujours un but. Eh bien, c'est cette opération qui est abandonnée. Ça commence à la fin du XIXe siècle, et ça s'est accéléré depuis de manière extraordinaire, par des sports sans but, qui sont des sports de glisse. Aujourd'hui, on a trouvé des manières de glisser qui sont tout à fait extraordinaires, variées, et on découvre constamment de nouvelles manières de glisser, parce que glisser, c'est ne pas aller vers un but, c'est être dans le pur présent. La jouissance d'une descente en ski, c'est que je suis dans la réactivité instantanée et j'éprouve le plaisir de cette performance-là, mais qui n'a pas de but. Vous voyez ce que je veux dire? La suggestion que je laisse comme ça derrière moi, c'est que si on analyse correctement l'essence du temps à partir de l'antinomique ancienne, si j'ai réussi à vous convaincre, eh bien on peut passer ensuite à une analyse des temporalités et se demander de quelle manière nous organisons le sens que nous donnons au temps qui passe, soit en privilégiant le passé comme source de sens, soit le futur comme source de sens, ou le pur présent. Et je vous invite à relire les derniers vers des Fleurs du Mal, puisque Baudelaire était un des représentants de ces postmodernes, d'où les Fleurs du Mal. Et les derniers vers disent que la tête leur brûle tellement qu'ils se moquent du ciel et de l'enfer, et qu'ils plongent dans l'inconnu pour trouver du nouveau. Et le mot « nouveau » est le dernier mot des Fleurs du Mal. C'est là le basculement au XIXe siècle de la modernité vers la postmodernité. Selon
enfin, l'outil d'interprétation que je vous propose. Ensuite, vous n'avez qu'à rentrer chez vous et en vous levant le matin, en vous demandant ce que vous faites, eh bien, vous pouvez chaque fois dire si vous êtes plutôt engagé dans une manière ancienne de stabiliser votre existence par la routine, la répétition, etc., ou si vous êtes plutôt en train de courir comme un fou pour atteindre un but, ou au contraire, si vous êtes là en vous offrant le plaisir intense d'une jouissance sans effort préalable. C'est là où nous sommes. Et je crois qu'il est extrêmement intéressant de se poser la question individuellement en la liant à la problématique du temps que nous avons donc abordée sous ces deux angles à la fois distincts et complémentaires. Merci. Intéressant parce qu'en fait, ce qui se présente ainsi comme une espèce de, je dirais, éclectisme, hein, on choisit les futurs dont on a envie. En réalité, c'est un passéisme, parce que les gens qui disent « notre futur ne saurait être le futur générique de la société moderne parce que nous avons un passé culturel différent. Hein. » Vous pouvez parfaitement analyser cet éclatement de la notion d'utopie commune, ou de but à atteindre ensemble, en montrant chaque fois que ceux qui revendiquent un futur particulier le revendiquent au nom d'une fidélité à un passé. Et donc, du coup, c'est l'ancien qui subvertit le moderne. Un philosophe allemand que vous connaissez sans doute, c'est Jürgen Habermas, a toujours soutenu que le post-moderne est en réalité néoconservateur. Et ça, il faut comprendre ça. Et c'est uniquement avec ces outils d'interprétation des temporalités dont on se réclame qu'on peut arriver à y voir un peu clair. Donc, l'éclectisme, d'une manière générale, c'est le fameux « anything goes » que Feyerabend utilise pour l'épistémologie des sciences, le concept d'émergence, etc. Il y a plein de mots maintenant qui indiquent que dans le pur présent surgit une diversité qu'on n'a pas autoritairement à régler d'en haut. Et quand on regarde sur quoi cette diversité s'appuie pour se légitimer, c'est souvent le passé. Et on s'aperçoit effectivement que c'est extrêmement difficile de légitimer les choses uniquement par l'utopie, par un but à atteindre. Mais on l'a plusieurs fois essayé. C'est au nom de cela qu'on a balayé l'ancien régime, qui ne s'appelle pas ancien pour rien, puisqu'il est ancien, puisque la légitimité monarchique vient du passé. C'est comme ça que ça fonctionne. Et à un certain moment, on a chassé ceux qui se réclamaient du passé pour exercer dans la durée du présent, qui va devenir peu à peu un futur quand j'ai perdu ma phrase, je veux dire, on se sert dans l'ancien régime du passé pour légitimer le présent qui va peu à peu donc, se transformer en futur réalisé. Tandis que les révolutionnaires, ils partent de table rase. Mais plus intéressant, vous l'avez dit, au moment de la Renaissance, et la Révolution française refait ce geste, on se sert du passé pour imaginer l'utopie. Ça ne veut pas du tout dire que les renaissants, qui se réclamaient de Rome ou de la Grèce, voulaient redevenir des Grecs ou des Romains. Mais le seul moyen de donner un contenu à l'utopie, eh bien, c'était la remobilisation de l'héritage du passé, qu'on va utiliser pour remplir le vide qui est l'utopie. Et ça, c'est un geste que je trouve absolument intéressant, parce que les Grecs anciens donnaient toujours à leur fils le nom du grand-père. Pourquoi? Parce que le seul moyen pour le fils de se libérer du poids du père, c'est de s'appuyer sur le grand-père. Et la Renaissance, c'est ça. Et on invoque les anciens pour devenir modernes. C'est une opération extrêmement subtile. Et j'ai envie de dire une chose à ce moment, parce que j'ai assisté à la conférence sur la démonstration magnifique de Karl Beffer hier, entre clouds et clocks, c'est-à-dire, au lieu de choisir entre, c'est comme les deux temporalités dont on parlait tout à l'heure, un temps qui serait un temps incommensurable, un temps qui est purement
enfin, insaisissable parce qu'individuel, le temps des émotions internes, etc. Et puis un temps que rythment les horloges, ça c'est typiquement du Bergson. Hein. Eh bien, Carol Beffa nous a montré, exemple à l'appui, que ces deux pôles se fécondent constamment mutuellement et qu'il y a un glissement incessant de l'un à l'autre. Il l'a montré pour Ligeti, il l'a montré pour son propre travail. Et je pense que la musique est d'une certaine manière la meilleure illustration du rapport que nous entretenons inévitablement avec un passé et un futur, avec une chose parfaitement réglée et connue, et une chose totalement évolutive et un peu séduisante, mais aussi effrayante par son caractère non déterminé. Donc la musique, sinon ça ne nous intéresserait pas d'écouter de la musique, s'il n'y avait pas la promesse de corriger l'une de ces options par l'autre. Et pour les révolutionnaires, les renaissants, etc., c'est exactement ça, le futur et le passé. Le passé, c'est réglé comme une horloge, puisque la Terre tourne comme les aiguilles de notre montre. Et puis le futur, il est ouvert, il se déplace, etc. Et il faut le remplir. Et on le remplit grâce à un imaginaire qui puise aux sources anciennes. Et chaque fois qu'on a voulu vraiment faire table rase, on a créé des catastrophes. Et elle admettait le nouveau au service du progrès. Parce que comment le nouveau pouvait-il être jugé synonyme de progrès, sinon parce qu'il y avait un but dont on pouvait se servir pour identifier la pertinence du nouveau. Le postmoderne, c'est quand le nouveau devient autonome, fin en soi, et marque plus un progrès. Joli exemple, Coluche qui dit que telle lessive lave plus blanc que blanc. Et il pose intelligemment la question, comment peut-on faire la publicité pour la prochaine lessive? Puisque en termes d'amélioration et de progrès, on a atteint... Bon. Et il dit, ben, le seul moyen, c'est d'emballer la lessive dans un truc sur lequel on marque le nouvel homo. La nouvelle polo, le nouvel homo, on entend dans l'oreille. Donc, le découplage entre progrès et innovation, c'est la grande menace qui pèse sur nous dans la mesure où l'innovation, dans sa frénésie commerciale surtout, peut nous entrer vers des épuisements qui ne sont pas seulement les épuisements des ressources physiques, ça va de soi, mais aussi des ressources psychiques. Car à force de solliciter constamment notre capacité de désirer du nouveau, eh bien on émousse la faculté de désirer. Je pense que ça mérite vraiment d'être analysé en termes d'épuisement des ressources énergétiques naturelles. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième, c'est que si j'ai raison de considérer que le découplage entre progrès et innovation, qui fait basculer la modernité dans la postmodernité, puisqu'il ne reste plus que l'innovation, d'où la mode, eh bien, il faudrait trouver un nouvel horizon utopique qui consiste à remettre ensemble le progrès et l'innovation. Et dans la mesure où le progrès des Lumières issues de la grande révolution du XVe siècle, c'est en fait la domination de la nature. Le rêve fou de ces optimistes était qu'à mesure que nous dominons la nature par la science et la technique, eh bien, on va atteindre l'utopie qui est la perfection d'une existence sans heurts, sans difficulté, si on veut, sans maladie. Or, ce n'est pas vrai que la domination de la nature nous conduise à la réalisation de cette utopie des Lumières. Au contraire, on va recevoir le coup en retour, le backlash de la nature. On le vit actuellement. Eh bien, moi, je pense que l'utopie, ça c'est à ça que je pense, l'utopie à repenser, une utopie qui articule innovation, parce qu'il faut que ce soit moderne, et progrès. Et le seul horizon auquel je suis capable de penser, c'est la réconciliation avec la nature. Ça, c'est une belle utopie à venir. Et là, il y a de nouveau du progrès, de l'innovation, tout ça va la main dans la main. Nous sommes encore loin, ça pointe un peu partout, nous sommes encore loin d'une formulation claire, d'une utopie qui nous permet de rester modernes, sans courir le risque de basculer dans la frénésie postmoderne, qui est l'autre face de la modernité. C'est quand même pas pour rien que les modernes
se désigne par un mot qui va signifier mode. Mode, c'est quand même intéressant, ça vient de très très loin, cette idée qu'un changement est un autre mode. Et ensuite on peut utiliser le mot, les modernes changent de mode par rapport à l'ancien, et les modistes changent de mode tout le temps. Zara fait 6 collections par an. Pourquoi? Parce qu'il faut du nouveau, sinon ça ne séduit pas assez. Et contre cela, contre cette frénésie, cette espèce de course frénétique vers la nouveauté, pour la nouveauté, qui est le seul truc qui nous excite encore suffisamment et qui nous épuise en même temps, ben, je crois qu'il faut essayer de penser contre la domination de la nature, contre l'autonomisation du nouveau, quelque chose comme un nouveau au service d'un vrai progrès, et ce progrès a besoin d'un but, et ce but doit être, il me semble, la réconciliation avec la nature, externe et interne. Ce sont deux réconciliations. L'apparition du goût comme risque social oblige à faire, c'est-à-dire il cherche une réponse du côté de la civilité. C'est-à-dire, la civilité, c'est que je ne montre pas brutalement mes préférences. On appelle ça aussi la politesse, c'est le savoir-vivre. Je vous renvoie, si je commence à Hésiode, on a jusqu'à demain matin, donc j'évite. Mais je vous recommande vivement un livre qui porte le titre engageant l'ami des femmes. Il a été écrit par le père de Mirabeau, là, le Mirabeau des États généraux. On ne cède qu'à la force des baïonnettes, ou je ne sais pas comment. Le père, le comte Richetti, était un grand physiocrate, si vous voulez, un spécialiste de l'économie. Il a écrit contre Rousseau, l'ami des femmes, sous-titre Traité de la civilisation. 1768. Il a inventé le mot civilisation à partir d'un usage juridique du terme. Civilisation, c'était la transformation d'un procès pénal en procès civil, la civilisation d'un procès. Et c'est lui qui cherchait un autre mot pour culture. Parce que culture, c'est Rousseau qui l'avait accaparé. Et il voulait dire qu'il existe une manière de civiliser les êtres qui ne consiste pas à encourager leurs tendances naturelles. Ce que Rousseau soutenait, le bon sauvage. Et toute éducation doit simplement consister à nous favoriser dans notre propension à devenir nous-mêmes. C'est comme si on arrosait une plante. D'où le jardin anglais, allemand, avec les arbres qui poussent dans tous les sens. Mais Mirabeau était pour le jardin à la française, c'est-à-dire on normalisait, on taillait, on mettait en géométrie. Et pour ça, il a trouvé le mot civilisation. Et Erasme, c'est très intéressant chez les humanistes. Il y a cette conscience qu'avec la modernité qui s'ouvre, avec le décentrement qui met en péril toutes les certitudes, tous les comportements exemplaires sont désormais défaits. Il faut réinventer de nouvelles justifications. Et là, il y a deux possibilités où on dit on va éduquer tout le monde pour accéder à un niveau commun de raison. Ça, c'est vraiment les Lumières. Et puis l'autre mouvement qui consiste plutôt à conseiller que nous devons être aussi polis que possible les uns avec les autres et faire semblant, s'il faut. Et c'est ça, enfin, je m'excuse. Vous devriez lire ça, ça vous éclairerait sur les difficultés qu'ont les Allemands à comprendre les Français et les Français à comprendre les Allemands. Benjamin Constant écrit en 1797 un petit texte sur le droit de mentir. L'année même, Kant réplique sur le prétendu droit de mentir. Que dit Benjamin Constant? Benjamin Constant dit qu'une société ne peut fonctionner que si on dissimule ce qu'on ressent. C'est ça qu'il veut dire par mentir. C'est un fait. Et Kant lui dit, mais si on accorde le droit de mentir, ce qui est autre chose que le fait de mentir, eh bien personne ne peut plus mentir puisque tout le monde s'y attend. Et ça, c'est les débats philosophiques extraordinaires. Et alors,
Les Français sont du côté du fait depuis toujours, avec une finesse extraordinaire. Ils analysent ce qui est réellement le cas sous leurs yeux et comment il faut faire pour que ce soit aussi supportable que possible. Et les Allemands sont tout le temps du côté du droit, du côté de ce qui est universalisable, ce qu'on peut imposer, et ça ne peut pas facilement se conjuguer. Alors on va de l'un à l'autre. Moi je préconise une compréhension mutuelle éclairée. Comme le despote. La différence de la c'est pouvoir ralentir d'un prétendu droit. Savoir de table rase. Il y a le nouveau pour le nouveau est dévastateur. Selon moi, le nouveau associé à une idée de progrès doit être constamment recherché et risque constamment d'être perdu, puisque le nouveau est quelque chose d'excitant en soi. On nous propose tellement que le nouveau jouissif l'emporte sur sa subordination naturelle à ce qu'on doit améliorer, qui est le progrès. Eh bien, lorsqu'on prend un moment comme la Renaissance ou la Révolution française, c'est chaque fois la même chose. On se débarrasse de ce dont il faut se débarrasser et qui est donc l'ancien. On s'en débarrasse. Mais on s'en débarrasse paradoxalement en réintroduisant l'ancien sous une nouvelle forme dans ce qu'on met en place. Parce qu'on ne peut pas mettre en place le vide. Et donc le futur qu'on invente, on l'invente à l'aide du passé sans vouloir reproduire le passé. Moi, je m'amuse toujours quand je regarde les Français se sont débarrassés du centralisme monarchique. Mais ça se voit à l'œil nu qu'ils s'y sont attachés, mais au-delà de tout ce qu'on retrouve ailleurs dans le monde. Et je dis toujours que la SNCF est une sorte de rêve utopique fou de la monarchie moderne. Puisque tout part du centre, si on veut aller de Nice à Bordeaux, c'est toute une histoire. Et donc, si on voit les choses comme ça, il me semble qu'on va toujours arriver à un diagnostic du type ce qui réussit, c'est une articulation entre l'ancien et le moderne. Le moderne pur comporte ce risque du basculement dans le postmoderne, la nouveauté pour la nouveauté. Tandis que l'ancien, ça risque la stagnation. Donc il faut absolument passer au moderne. Simplement, le moderne, pour se donner un contenu et donc devenir vivable, stable, eh bien, va réactiver l'ancien. Et c'est toujours très intéressant de voir comment cette imagination qui fait de l'ancien du nouveau fonctionne. On appelle ça recycler. En recycler, vous avez l'ancien dans le mot cycle. Même l'écologie, aujourd'hui, est une manière de repenser la modernité sous la forme du cycle. Dans la biosphère, enfin, il y a toutes sortes d'aberrations aussi, mais ce sont des rêves cycliques. Alors l'idée qui nous, quand on recycle nos déchets, l'idée qui nous réconforte, c'est qu'on n'est pas en train d'accumuler ces déchets au-delà du tolérable. Grâce au cycle, dans le petit texte d'Aristote intitulé « Le politique », vous avez cette théorie du recyclage, c'est-à-dire, Aristote, il existe un mauvais infini. Ce mauvais infini, c'est la tentation de faire de l'argent avec de l'argent, d'accumuler les biens toujours linéairement, car la nature, elle, c'est le géocentrisme, elle tourne autour d'elle-même, et donc toutes les activités humaines doivent être recyclées. C'est intéressant. Il invente dans ce texte le mot oikonomia. Le mot économie, c'est la gestion réglée du processus productif. C'est Aristote. Et donc nous, quand on a des écologistes californiens qui ignorent qu'ils font ce qu'Aristote a préconisé, eh bien, nous sommes en mesure maintenant, avec ces catégories du rapport à l'ancien, c'est-à-dire passer rapport au futur, on a quand même un outil pour savoir chaque fois ce qui est en jeu dans ce que les gens se proposent ou nous proposent. C'est ça un sentiment que j'ai. Mais quand on regarde la nature de l'activité dans laquelle on veut briller, il y a une différence fondamentale entre l'engagement des membres d'une équipe, parce qu'une bonne équipe de foot et de rugby ne peut pas réussir sans l'engagement de tout le monde au service de tout le monde. Le type qui marque, le type qui passe,
le ballon, et bien c'est le même mérite. Et donc, ensuite, il y a une spécialisation sociale de tous ceux qui concourent. Et le mot engagement, c'est le mec même qu'on avait pour le socialisme en marche. C'est l'utopie sociale. C'est-à-dire l'engagement, tout entraîneur qui se respecte va dire à ses troupes, il faudra montrer l'engagement. Être virtuose, ça va de soi. Ça, on améliore la vitesse de course, on améliore la technique, etc. Mais le but véritable, dans les sports d'équipe à but, c'est de mettre à contribution tout le monde pour que ce que j'ai appelé l'harmonie sociale, l'utopie, c'est que les sociétés fonctionnent sans heurts avec la contribution de tout le monde. Et bien ça, c'est radicalement différent quand je suis seul sur une piste. Je cherche évidemment aussi l'exploit. Mais la vraie jouissance dans ce cas n'est pas d'avoir contribué à une œuvre collective. Le vrai plaisir, c'est qu'à chaque instant, je fais la preuve à moi-même que je suis maître des aléas, ne pas tomber, quoi, c'est tout. Et alors que quoi que vous fassiez, du skateboard, du roller, du surf. Et alors j'ajoute une chose parce que je trouve que c'est très intéressant. Quand on regarde les qualités requises maintenant dans le discours des entrepreneurs, on a ça, mais on l'a aussi dans le domaine politique. La réactivité, c'est les gens qui savent gérer le changement rapide, etc. Ça revient tout le temps. Parce qu'on est dans cette vision postmoderne des qualités du surf. Or, le surf, c'est le présent, c'est pas du tout l'aménagement d'un futur qu'on voudrait partager avec d'autres. Ce serait ça ma réponse. Et maintenant, regardez notre personnel politique, il suffit de se dire, alors il s'inscrit dans quoi comme perspective pour se justifier? Est-ce qu'il veut être efficace dans l'instant? Ça existe. Ou est-ce qu'il voudrait crédibiliser son action en prenant la patience, le dialogue social, tout ce que vous voulez? Mais c'est des postures possibles qu'il faut simplement analyser comme des rapports aux temporalités, aux dimensions du temps, également possibles. Mais nous sommes dans une époque où tout ce qui est de l'ordre de la réactivité, c'est-à-dire du rapport, ce que François appellerait le présentisme, l'emporte sur d'autres mérites. Et donc ça, c'est des vrais dangers populistes, qui sont des gens qui n'ont aucune suite dans les idées, mais qui sont très très forts dans le pur présent de l'invective ou du coup à asséner. Alors c'est ça que je veux dire, je parle de la glisse comme attitude qui peut envahir absolument toute forme d'excellence, car c'est une excellence. Ouais. Une dernière question ici. Une unité qui irait même au-delà de ce que l'être humain, qui est donc programmé pour mourir, est capable de faire en se transmettant le bâton, le relais. Nous sommes obligés d'engager notre existence dans la perspective d'un futur à réaliser, de manière à ce que ceux qui viennent après nous relaient et cela continue. Et bien, le transhumanisme va aller au-delà de ce qui est à atteindre grâce au relais entre les générations, dans la mesure où il promet une sorte de jeunesse éternelle à tous ceux qui sont vivants. Et bien, ce rêve, ça c'est aussi une utopie. Mais quand on réfléchit un peu ce que c'est une utopie dans laquelle on essaye d'éliminer la seule question qui va et qui nous a préoccupés depuis le début de cette croisière, à savoir la question du temps. Le transhumanisme, c'est comme si le temps était une chose à supprimer, car il perturbe profondément le rapport que nous entretenons avec les jouissances du présent, les attentes qui nous tournent vers le futur et les attachements qui nous relient au passé. Le transhumanisme fait table rase de tout cela. C'est un rêve fou, évidemment. Je ne sais pas s'il est irréalisable. L'humanité est peut-être capable du pire. Elle peut s'auto-éliminer. Et dans ce cas, on n'aura que des genoux qui ne mûrissent plus, qui n'ont plus besoin de penser, puisqu'ils n'ont plus besoin de quoi que ce soit, puisqu'ils sont immortels. Donc, le transhumanisme, c'est cette vision-là. Le type qui a été engagé par Google pour élaborer avec d'autres, c'est un informaticien de génie qui s'appelle Kurzweil,
Eh bien, moi qui suis allemand, j'entends dans le nom de M. Kurzweil ce qu'il est, à savoir un amuseur. Kurzweil, ça veut dire divertissement. Kurz, bref, Weil. Bon, on s'arrête. Écoutez,